Bonjour, Laurent Berned, fondateur du cabinet de conseil Azuli, spécialisé dans les solutions innovantes de financement et de paiement à la frontière, à la charnière entre le monde traditionnel de la finance et le monde des cryptos. J'accueille les participants. Je vais m'installer là. Mets-toi sur le canapé. Micro. Merci à tous pour votre attention. La table ronde, c'est donc les nouvelles frontières du paiement entre la tradition et l'innovation. Et on a réuni une table ronde avec tous les acteurs de la chaîne de valeur qui vont nous faire un état des lieux. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins avec deux mondes qui coexistent mais qui se côtoient, qui se regardent, qui se reniflent, mais qui ne se parlent pas tant que ça. Le monde traditionnel de la finance et des paiements, et puis le monde des cryptos. On a quand même, alors aujourd'hui, on peut procéder à des achats en crypto, hein, dans le monde digital. C'est beaucoup moins simple dans le monde physique. Or, on a quand même en France 8% de la population, d'après les chiffres connus, qui détiennent des cryptos et qui cherchent à les dépenser, pas seulement pour acheter des NFT, mais pourquoi pas pour acheter des produits en proximité dans les magasins physiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions, donc on va faire un état des lieux, hein. On va regarder un petit peu quelles sont les attentes des consommateurs, les besoins des marchands, les contraintes des industriels, et puis on va essayer d'apporter un regard et un éclairage là-dessus. Donc, où en est le monde du paiement? On va parler du B2C sur l'acceptation des cryptos. En commençant par les attentes des consommateurs, je vais passer la parole à Eric pour lui demander, en tant qu'émetteur, avec toute ton expérience d'émetteur de cartes de paiement et de services de paiement, ce que tu connais des attentes des consommateurs aujourd'hui sur l'acceptation et les paiements crypto. Alors, je dirais que en fait, les consommateurs sont un peu les mêmes, hein. Ils ont aussi des cartes traditionnelles, hein. Donc, je les connais un peu plus, ceux des cartes traditionnelles avec Trésor, mais en fait, qu'est-ce que... Alors déjà, tu parlais de 8% hein, de personnes qui détiennent des cryptos. Il faudrait se poser la question, combien réellement ont vraiment des cryptos à dépenser, combien réellement sont prêts enfin, sont mûrs pour aller sur ces paiements. Ça, c'est peut-être un peu moins. Et ce que je dirais aujourd'hui, c'est que les utilisateurs, ces utilisateurs-là sont vraiment aguerris aux technologies, etc. Ils ont fait un effort. Enfin, ils sont. Voilà. Ça veut dire que certainement, on obtiendra plus d'utilisateurs lorsque on aura réussi à masquer un petit peu ou rassurer l'utilisateur. Arriver à le rassurer sans lui expliquer par A plus B comment marche la blockchain, comment marche, etc. Et qu'on arrive un petit peu à vulgariser ces choses-là et à rassurer différemment. Mais aujourd'hui, en fait, ce que souhaitent les personnes qui détiennent des cryptos, c'est de la liquidité. Il faut que ce soit liquide, il faut qu'ils puissent acheter avec. Et ça, c'est super important. Et c'est assez compliqué, comme on l'a dit, parce qu'on est en deux mondes qui se rapprochent et qui se regardent. Alors on commence à voir poindre et naître des solutions avec des cartes qui permettent d'être alimentées par de la crypto, des paiements, des applications qui permettent de dépenser sa crypto, que ce soit online ou en physique. Certes, ça existe, c'est posé, ça fonctionne, c'est en pilote, etc. Pour autant, voilà, comme je le disais, certainement que les attentes seraient que ce soit beaucoup plus banalisé, beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus simple d'accès, que la technologie soit un petit peu masquée, cachée, mais c'est compliqué hein, de le faire. Voilà, donc je dirais que c'est là-dessus qu'il faut travailler, mais on a déjà travaillé sur le traditionnel sur ces sujets-là. On a parlé de parcours client, etc. On parlait de parcours tout à l'heure réglementaire extraordinaire. C'est le mot, alors mettre extraordinaire sur réglementaire, je n'aurais pas osé. Mais voilà, donc je dirais que les attentes sont... Il y a beaucoup d'attentes pour une utilisation de crypto, quoi. Ça, c'est clair. Merci Eric. Donc, on sent bien qu'il y a une attente, qu'il y a un besoin de liquidité, mais il reste aujourd'hui des contraintes. Des contraintes, elles sont peut-être côté marchand. Donc Jean-Michel, est-ce que tu peux nous parler
des enjeux, hein, d'abord des motivations, et puis de ce qui peut être un frein aussi pour les marchands sur le fait de se lancer dans un programme d'acceptation de paiement en crypto. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je me définis plutôt comme un commerçant. En fait, je préfère le mot commerçant au mot marchand. Donc, ça va nous ramener un peu sur le terrain. Des obstacles, en fait, il y en a plein. Hein. Donc, mais d'abord, ce que je voudrais essayer de vous faire sentir, c'est comment raisonne un commerçant. C'est assez simple. Déjà, une motivation, c'est est-ce que je vais faire plus de chiffres ? Et deuxièmement, est-ce que je vais être payé ? Parce que tant qu'on n'est pas payé, il n'y a pas de commerce. Après, il y a le traditionnel, je dirais, triptyque d'un commerçant face à un nouveau moyen de paiement. Hein. C'est est-ce que c'est universel ? Est-ce que c'est simple ? Simple à implanter ? Et évidemment, est-ce que ça me coûte ? Bon, alors les marchands, ils sont habitués à payer, hein. Pas les consommateurs. Enfin, nous, on paye pour être payé. Les consommateurs, eux, ils ne veulent pas payer pour payer. Mais nous, on est habitués à payer, mais évidemment, le moins possible. Alors, si on se recentre sur la partie crypto, je veux dire, pour moi, il y a trois grands types d'enjeux. Il y a d'abord des enjeux réglementaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Moi, je ne sais pas. Hein. Je sais que j'ai pas le droit de prendre des achats au-delà de 1 000 euros en espèces, par exemple, en France. Voilà, ça. Pour les cryptos. Et jusqu'où ma responsabilité peut être engagée en fonction des lablattes dont on a déjà connu, évidemment, quand on parle de crypto, on a toujours ça en tête. Après, il y a un deuxième type d'enjeu, c'est l'enjeu technique. C'est comment ça marche. Donc, Nadia va dire qu'il y a plein de solutions, enfin, notamment dans le commerce physique. Moi, je veux dire qu'à court terme, c'est pas gagné. Il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Juste pour avoir en tête que le sans contact, pour arriver aujourd'hui à 60% des paiements sans contact, on a mis 10 ans. Hein. Donc les perspectives, c'est quand même assez long. Donc il y a des sujets techniques et il y a évidemment, après, un sujet commercial, c'est moi en tant que commerçant, je veux dire, qu'est-ce qui peut me motiver à accepter des cryptos ? Donc faire plus de chiffres, comment ? Hein. Est-ce que comment j'arbitre finalement entre un risque de perte de chiffres parce qu'il y a un certain type de clientèle qui a envie de payer avec ces cryptos versus le risque d'image éventuellement si derrière il y a un truc pas clair qui se passe et ça peut arriver. Donc ça c'est le bip pour dire qu'il faut que j'arrête. Non, je veux dire, ensuite, il y a des enjeux clairs de change, hein, évidemment, hein, dans les entreprises, dans du commerce, comme dans toutes. Moi, quand j'ai interrogé certains marchands, et je vais conclure là-dessus, ils m'ont dit c'est ceux qu'il faut convaincre, comme disent les Canadiens, c'est la haute direction et surtout les trésoriers. Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout envie de prendre de risques et les cryptos, ça leur fout la trouille. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu de transformation des esprits et des gens, évidemment, des gens qui décident. Et puis je termine avec 2 exemples de commerçants, hein, parce que j'ai interrogé des commerçants. Ils m'ont dit, donc, un, j'acceptais le Bitcoin et maintenant j'ai arrêté parce que bon, finalement, il n'y avait pas de volume et puis c'était trop compliqué, surtout quand je devais rembourser. Vous savez qu'en e-commerce, hein, malheureusement, on rembourse beaucoup, hein, il y a beaucoup de retours, et là, il y a vraiment un sujet. Et puis, notre très grand commerçant du domaine des transports qui s'est aperçu qu'il y avait plein d'achats et derrière plein de remboursements et dans des volumes bizarres, et tout ça parce qu'il y a apparemment une sombre histoire de cashback quand on utilise ces cryptos. Le client a un avantage, mais au remboursement, on lui demande pas on lui demande pas enfin, il n'y a pas de retour de cette partie-là. Merci Jean-Michel. Donc on voit bien qu'aujourd'hui il y a une question de maturité du marché, une maturité de la compréhension de cet écosystème, des systèmes et des moyens. On voit bien qu'il reste encore des frictions, que la conduite du changement est à faire et va être longue. Puis il y a les changements d'habitude de consommation aussi de la part du marché.
l'opportunité est quand même là pour les marchands. On la voit bien. On voit que le volume augmente hors aléa des marchés crypto. Mais on voit aussi qu'il y a de l'argent qui est parti sur ces marchés, de l'épargne, et qui est bloqué là-bas, et qui doit revenir et qui échappe aux marchands. Donc il y a vraiment un enjeu, à mon sens, d'aller chercher ça avec des solutions. Donc Nadia, est-ce que toi qui développes justement une solution d'acceptation de paiement crypto en vente à distance et pour ce qu'on appelle le proxy, donc les boutiques, la vente de proximité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'état de l'art, de l'avancement des solutions, la tienne et puis les autres, et puis comment ça fonctionne? Tout à fait, merci. Aujourd'hui, donc, effectivement, il existe le paiement en crypto chez les commerçants, ça existe, puisqu'il y a des cartes de paiement qui sont là. Donc, le commerçant ne voit pas du tout que c'est de la crypto, donc du coup, pour lui, c'est un paiement comme à l'habitude. Nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est plutôt une nouvelle méthode de recevoir des cryptos, d'être payé. On s'est aperçu, en fait, comme tu disais, il y a 8% des crypto-enthousiastes qui ont de l'argent et qui ne peuvent pas le dépenser dans l'économie de tous les jours. Et c'est dommage, parce que c'est une grosse manne qui existe et que le commerçant ne le voit pas. Donc nous, la solution qu'on propose, c'est tout simplement, donc nous, la target, c'est plutôt le commerçant pour qu'il puisse vraiment bénéficier de cette nouvelle manne et en tout cas au moins d'être dans ce nouveau Web 3 parce qu'aujourd'hui, on vient tous du Web 2, hein, n'est-ce pas? Et pour les emmener au Web 3, ils ont tous cette réticence, comme disait Jean-Michel, ils ont tous des discussions. Donc, du coup, nous, la solution, c'est tout simplement, on a choisi deux solutions. Une sur le e-commerce, donc à partir du site internet, on va pouvoir permettre, on a un widget donc, qui est installé sur le site dans un CMS classique, et à partir de là, un QR code est généré une fois que la transaction est finalisée, on appuie sur le bouton Pélico, et à partir de là, on a un QR code qui est généré, on scanne avec son wallet pour pouvoir donc, payer, on valide la transaction. Nous, on est côté blockchain pour vérifier que la transaction a bien été validée. Et à partir de là, on notifie au commerçant que la transaction a eu lieu et qu'il peut livrer sans souci. En proximité, c'est pareil. On est installé donc soit dans les caisses, soit dans les terminaux de paiement, soit sur une tablette classique. Et du coup, pareil, la même chose. Il fait un paiement, le commerçant fait un paiement. Il demande à son client de payer. Et à partir de là, s'il paye en crypto, eh bien, un QR code est généré. Et c'est la même histoire, à savoir, on présente le QR code, on scanne avec son wallet, et puis la transaction, elle est immédiatement faite, selon bien sûr les cryptos que veut bien recevoir le commerçant. Et puis voilà, donc nous, on va dans le simple, pour être vraiment dans la solution d'aujourd'hui, en fait. Il ne faut pas que ce soit une révolution. Il faut juste que ce soit une aide aux commerçants au même titre qu'aujourd'hui. Voilà. Nadia, merci. Donc ça nous éclaire un petit peu sur le type de solution et le type d'expérience client qui apparaît sur le marché aujourd'hui. Reste quand même à éliminer certaines frictions qui est le temps de latence et qui est le temps d'attente à la caisse pour régler ses achats. Donc ça, la technologie va y arriver et puis on compte sur vous, les fintechs, pour faire tout ce qu'il faut. Ça nous amène du coup à l'autre possibilité de paiement en crypto aujourd'hui qui existe et qui est avec une carte de paiement. Quel est le lien je vais m'adresser d'abord à Thomas puis à Eric. Quel est le lien, Thomas, du point de vue du scheme card entre la carte et le wallet, et comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui pour payer? Si tu peux donner la vision du scheme, des industriels qui organisent tout ça, et puis peut-être descendre un peu plus bas dans les usages, si tu peux. Merci Laurent. Bonjour à tous. Déjà, il faut savoir que Visa, on est là pour créer des expériences de paiement qui soient le plus simples possible. C'est quand même notre priorité. Donc on souhaite, pour que
les cryptoactifs, l'adoption soit massive, on souhaite réutiliser ce que les gens connaissent déjà. C'est vraiment la base de ce que l'on souhaite faire dans cette création d'expérience. Et aujourd'hui, on peut complètement acheter de la crypto, des NFT sur des marketplaces, dépenser des cryptos avec des moyens de paiement que vous connaissez, que vous avez tous dans votre poche ou dans votre téléphone. Donc c'est déjà le cas également. Donc moi, j'ai envie de parler de deux choses aujourd'hui sur ce sujet. C'est ce qu'on appelle les solutions de on-ramp et de off-ramp. Donc la façon d'accéder aux cryptoactifs, que ce soit pour acheter des cryptos, pour les stocker, les épargner, les staker, mettre dans la DeFi où on veut, ou acheter des NFT, et également ensuite les dépenser. Finalement, c'est quoi l'on-ramp? C'est assez simple. On peut très bien utiliser aujourd'hui sa carte ou faire un virement et un prélèvement grâce notamment à une société qu'on vient de racheter qui s'appelle Tink pour faire de l'initiation de paiement. Donc on est capable d'utiliser plusieurs types de réseaux pour accéder aux cryptoactifs sur les exchanges ou sur des marketplaces de NFT. Donc ça, c'est la partie que j'appellerais classique, qui utilise finalement les tuyaux que l'on connaît tous aujourd'hui. Pas besoin de nouveaux tuyaux. Et ensuite, pour la partie off-ramp, donc j'ai mes cryptos qui soient sur une clé, sur ma ledger, sur un exchange. Je peux les dépenser chez n'importe quel marchand, etc., de la façon la plus simple. Donc voilà comment on peut faire aujourd'hui un lien entre finalement un wallet crypto et puis sa carte ou son compte Visa, entre guillemets, quoi, voilà. Eric, de ton point de vue, du point de vue de l'émetteur de cartes qui porte la responsabilité réglementaire de l'émission des moyens de paiement et qui donc a une lourde responsabilité, quel est, de ton point de vue en tant qu'émetteur, anciennement, le lien entre la carte de paiement et puis le wallet, et comment est-ce que tu gères d'où vient l'argent et où va l'argent? Voilà, donc il faut bien comprendre, il y a deux mondes qui se parlent. Ce que essaye de faire Nadia, par exemple, c'est justement d'éviter ça au maximum, c'est-à-dire plus les deux mondes vont échanger, plus ça va coûter. Il peut y avoir un coût, normal. Voilà, donc ça c'est juste pour... Et donc l'idée consiste à transformer de la crypto en euros et on la remet dans le circuit standard et du coup le commerçant, lui, il voit absolument rien, c'est ce qu'on disait. A contrario avec un système où on va utiliser la crypto de A à Z. Donc là, côté émetteur, on émet une carte traditionnelle. La difficulté pour réconcilier les deux mondes, c'est qu'on a un monde où c'est un peu privatisé, où l'anonymat est là. En fait, on ne sait pas tellement avec qui on travaille. Donc dans le monde de la crypto, on peut s'échanger, mais on ne sait pas trop, c'est pas public, on ne sait pas à qui appartient quoi. Et le monde de la carte, pour le coup, c'est ou du compte bancaire. Alors là, c'est le monde complètement différent, c'est clair et net, on sait avec qui on travaille. Enfin, en tout cas, on essaye de savoir. Et c'est très réglementé. Donc typiquement, comment on arrive à réconcilier? Eh bien, on travaille en général avec des sociétés agréées. On vient d'en parler dans le plateau précédent, donc d'Epsan notamment, et demain avec Mika des acteurs européens qui seront régulés au niveau Europe et avec les caractéristiques que l'on ne connaît pas encore, mais qu'on commence à entrevoir. Du coup, ça, c'est un premier point. On travaille avec des établissements régulés. Et nous, Trésor est un établissement régulé. Et chez Trésor, ce qu'on avait fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un process KYC très précis. Mais attention, la connaissance client, ce n'est pas que son passeport, etc. Ce n'est pas que ça. La connaissance client, c'est qui est la personne avec qui je travaille. Qu'est-ce qu'elle fait de son argent? D'où vient son argent? C'est tout ça. Donc en fait, ça veut dire que quand on va réconcilier les deux mondes, ça va être c'est compliqué de savoir d'où vient la crypto, qui l'envoie au départ, voyez. Parce que la personne avec qui on va émettre une carte, on la connaît, mais d'où ça vient? Enfin, est-ce que c'est elle qui a acheté la crypto ou est-ce que c'est un transfert qui arrive de... On ne sait pas trop quoi. Donc c'est ça qui est complexe. Donc, alors, ça existe, ça fonctionne, etc. Mais il y a des enjeux très importants de la provenance des fonds, de l'utilisation des fonds, qui fait que, malgré tout, même s'il y a des KYC très prononcés, très sérieux, des établissements PSAN et des émetteurs de cartes, c'est une activité considérée comme à risque. Parce qu'on a beaucoup d'interrogations encore sur comment on va monitorer tout ça et est-ce qu'on ne peut pas se retrouver en risque d'image sur une utilisation assez nauséabonde de ces fonds. Oui, effectivement. Donc c'est toute la complexité, de la difficulté est là, c'est d'arriver à ce que un monde qui est né sans être réglementé, qui est en voie d'être réglementé,
communiquent efficacement avec un monde totalement réglementé où tout est fluide et rapide, sans ralentir la transaction, sans ralentir l'expérience client. Aujourd'hui, il existe des plateformes, des acteurs qui permettent justement la traçabilité et de whitelister finalement les wallets qui vont permettre une dépense soit à travers une carte, soit directement sur un terminal de paiement. Donc ça existe déjà. Et toute la difficulté, c'est justement d'arriver à faire que ces systèmes se parlent efficacement, rapidement, et que l'expérience client soit là, en magasin, ainsi que dans la main du consommateur ou dans la main de son avatar. Donc cet enjeu réglementaire, j'ai envie de repasser la parole à Eric, si tu as encore quelque chose à dire là-dessus, ou bien Thomas aussi, si tu veux aborder le sujet. Comment est-ce que du point de vue du SCIM, vous abordez cette question réglementaire? Comment est-ce que vous la facilitez? Est-ce que vous investissez sur ces sujets? Nous, on est là pour suivre ce que les régulateurs nous demandent, hein, de toute façon. Donc on est très proche des régulateurs, donc il n'est pas question qu'on joue. Donc bien sûr, on attend les réglementations avec... je ne vais pas dire avec plaisir, mais on les suit par principe, quoi. Donc pas de souci, quoi. Nadia, tu veux moi, je prendre voulais la parole? rajouter quelque chose. Nous, dans notre métier, on est aussi justement enregistré à l'AMF, donc à la SPR, et tout le travail qu'on fait, c'est d'abord on onboard des clients, donc ça veut dire qu'on fait des KYC, on sait qui est derrière. Il y a des spécialistes aujourd'hui dans le KYC, dans le monde de la crypto, qui ont pignon sur rue, qui sont aussi enregistrés à l'AMF, donc ils sont, et même voire au niveau mondial. Et puis, à chaque transaction, s'il le faut, aussi on fait des KYC, donc on étudie aussi d'où vient l'argent. Donc il n'y a pas de problématique vraiment d'où vient l'argent, est-ce que c'est de l'argent propre, etc. Puisqu'on remonte, on a l'adresse du client et on remonte jusqu'à la transaction. Donc franchement, il n'y a pas vraiment un gros risque. Et d'ailleurs, la crypto et la blockchain, c'est quand même le système qui est aujourd'hui le plus transparent. C'est la traçabilité à toute épreuve. Voilà, c'est aussi le plus anonyme. C'est aussi le plus anonyme. Donc, certes, c'est ça qui est intéressant. On en dira quelques mots en conclusion. Merci. C'est très intéressant. Mais c'est aussi le système le plus anonyme. Et aujourd'hui... Pseudonyme. Certes. Mais voilà, l'enjeu est là. Et encore une fois, je partagerai assez facilement votre enthousiasme. Mais je pense qu'il y a beaucoup de banquiers et de régulateurs qui ne le partagent pas encore. Donc il y a quand même certaines questions posées. Même dans le traditionnel où il y a du KYC, etc., il y a quand même des problèmes. Donc on ne peut pas dire c'est sans risque, c'est pas possible. Si on a ce discours-là, on ne va pas rassurer. Donc ce qu'il faut, c'est... Par contre, la chance qu'on a, on a quand même des technos là, qui sont, selon moi, de nature à poser de belles choses. Et je crois qu'on est sur le point de... Enfin, on y travaille tous. Et là, c'est très intéressant ce qu'on vient de dire. Et justement, je crois qu'il y a des opportunités incroyables pour construire de la confiance, de la traçabilité, de l'assurance, etc. Voilà. Donc on a des sujets. Mais pour le moment, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à poser les cadres qui rassurent complètement. Oui, je pense que tu as raison. Je crois que tout est en bonne voie. Les briques sont présentes, les acteurs sont connus des régulateurs et leurs technologies et leurs process sont reconnus. Donc après ça, il faut établir la confiance, ça prend du temps. Il faut l'établir côté consommateur, parce que la crypto fait peur à beaucoup de monde encore aujourd'hui, et il faut l'établir côté marchand. Et puis après ça, il y a de la transparence et puis de la dissémination de cette information, mais on est tous là pour ça. Et voilà, donc on a fait un petit peu le tour de la question. Est-ce que vous avez donc... je voulais ajouter sur les enjeux industriels, parce qu'en fait, là j'ai parlé de l'expérience de paiement, mais ce que je voulais ajouter, c'est que aujourd'hui, on est souvent vu dans beaucoup de conférences comme un peu les hommes à abattre Visa, parce qu'avec un nombre important de transactions par seconde, etc., donc on a un peu le benchmark de la plupart des Layer 1, donc, et même de certaines Layer 2. Donc l'objectif, nous, c'est bien sûr d'être complètement, le réseau soit présent et permettre du coup cette adoption massive, ça c'est très très clair. Mais on croit, nous, à l'avenir, surtout à l'interopérabilité. Je pense que c'est ça, surtout, avec ce monde entre des blockchains publiques, les CBDC, ou les NMBC, et qui va être
clairement l'avenir. Voilà, on ne sait pas encore exactement quand et quelle forme ça aura, mais c'est là-dessus que nous, en tout cas en labo, on travaille. On a émis un white paper là-dessus qui est public, je vous invite à le télécharger, justement sur cette interopérabilité de la plupart de ces canaux. Donc c'est comme ça qu'on est très proche justement des régulateurs, de la plupart des banques centrales, pour les aider soit d'un point de vue technologique ou même de, pourquoi pas, savoir ce qui se passe ou les aider dans la création de ces technologies pour permettre d'avoir justement cette interopérabilité comme aujourd'hui on peut avoir dans sa poche des euros, des dollars, etc. Et donc on aura de la crypto, de la fiat, etc. Donc on aura une multitude et on n'aura pas forcément que des monnaies de blockchain publique. Voilà, donc c'est bien là-dessus qu'on travaille. Et donc c'est notre enjeu industriel numéro 1, en plus de l'adoption bien sûr massive et d'expériences clients simples. Jean-Michel, tu veux rajouter un petit mot ? Oui, je voulais rajouter un petit mot qui est un peu en rapport avec la conclusion de la table précédente. C'est-à-dire que je pense que c'est bien d'avoir une vision globale, mais je pense qu'il faut trouver les axes. Si on veut avancer, c'est trouver les axes, les types de consommateurs, les types de marchands, les types de transactions dans lesquelles c'est le plus approprié de manière à avancer et pas se fixer un objectif de je veux pouvoir payer partout, dans n'importe quelle crypto, dans n'importe quel magasin, etc. Parce qu'il y a des endroits où c'est forcément beaucoup plus naturel, il y a plus de détenteurs. Les détenteurs, ce n'est pas un monde homogène. On sait qu'il y a une notion générationnelle, donc il faut aller dans ces voies. Et c'est là qu'on peut construire les expériences. Et c'est brique après brique qu'on arrivera progressivement à une adoption, à la fois pour les marchands et pour les consommateurs. Certainement, on voit que ça bouge un peu plus dans certains secteurs d'activité comme le luxe, comme l'hospitality haut de gamme. On voit que ce sont des commerçants et des acteurs qui prennent des initiatives. Certains petits commerçants aussi, Nadia, je crois que tu as des projets dans le tuyau qui sont intéressants aussi côté petites boutiques de proximité. Donc tout ça, ça m'amène à vous parler de cette conclusion qui est que finalement, on est à cette charnière. Les briques sont là. Il y a des investissements massifs de la part des industriels. On voit que les émetteurs prennent le taureau par les cornes et mettent des ressources pour arriver à émettre des moyens de paiement qui gèrent les deux. Les commerçants ont plus de barrières à surmonter et sont peut-être plus lents parce qu'ils ont une conduite du changement et ils suivent un petit peu la lenteur du consommateur dans ces changements d'habitude de consommation. Et puis, par contre, on voit bien que les fintechs s'y mettent et que tout un écosystème est en train de se mettre en place pour que vous puissiez tous bientôt dépenser vos cryptos. Et si tu veux, je voulais réagir à ce que tu as dit là sur les commerçants. Déjà, et sur les enjeux industriels, moi, en 2005, quand j'ai pris avec mon sac à dos, je suis parti faire de l'open banking, etc., et monter Trésor. Au début, je passais pour un grand malade. Bon, aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris la valeur de l'open banking et de ces plateformes-là. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de clients qui l'ont compris, en fait. Il y a des millions d'utilisateurs qui l'ont compris. Voilà. En tout cas, eux, ils l'ont compris. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une nouvelle étape dans la redéfinition, la restructuration de la finance, et je vois des choses très intéressantes en termes de techno voir le jour. Je crois qu'on est au tout début, mais alors au tout début des use cases et des disruptions qui vont pouvoir arriver grâce à ces technos et à cette réglementation qui va aller certainement aussi au fil des usages. Et j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est qu'en conclusion, je pense qu'on n'imagine même pas ce que ce sera dans 5 ans, tout ce qui va être construit tous ensemble avec les acteurs de cet écosystème. Les enjeux industriels sont très forts parce que des sociétés comme Visa l'ont compris, et les banques aussi, c'est que se dessine aujourd'hui, ou va se dessiner l'avenir des 10 prochaines années. Et je rappelle qu'à la fin, c'est l'utilisateur qui va choisir. Je suis désolé de le dire à nos amis commerçants, mais c'est l'utilisateur qui va choisir ce qu'il veut faire et comment il veut faire. Non, mais je le disais parce qu'ils disent oui, on est réticent, on va peut-être aller là, on va peut-être aller là. Vous ne ferez pas. C'est pas les professionnels qui vont décider ce qu'il va falloir faire, c'est l'utilisateur. On n'arrêtera pas cette avancée, on n'arrêtera pas ce progrès. Et à un moment donné, il va falloir, comme ça a été le cas pour l'open banking,
À un moment donné, les professionnels, les banques, etc., feront le constat que celui qui a la main, ça sera encore plus l'utilisateur. Donc écoutons bien les utilisateurs et essayons de répondre comme le fait Visa, comme tout le monde le fait. Mais il ne faut jamais l'oublier, ça. Hein. Si on veut avancer vite, il faut bien écouter ce que dit l'utilisateur. Voilà Merci Eric. Un petit mot de la fin pour chacun d'entre vous. Nadia, tu veux prendre la parole? Oui, parce que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut aujourd'hui créer l'offre. S'il y a une offre, il y aura de la demande. Mais s'il n'y a pas d'offre, forcément, personne ne pourra payer en crypto. Donc, c'est pour ça que nous, notre mission, c'est vraiment de créer cette offre, de pouvoir vous fournir toute la solution en toute sécurité et en toute traçabilité. Après, vous allez décider, vous les commerçants et vous les utilisateurs, de l'utiliser ou pas. Mais il vous faut une offre quand même, parce que si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de demande. Merci Nadia. Jean-Michel, un petit mot, on a terminé. Non, mais c'était par rapport à la provoque. Je pense pas que... Non, mais je pense que c'est illusoire dans notre monde de s'en remettre à une seule des parties. C'est-à-dire que nous, en France, en tout cas, au niveau des paiements en France, on a par exemple un comité national des paiements. Et ce qui est formidable dans ce comité, c'est qu'on entend les consommateurs, on entend les commerçants, on entend les banques et on entend les fintechs et les industriels. Et que la valeur, en fait, elle ne se crée que de la coopération. Ne pas penser que d'un coup, les consommateurs vont se lever en disant « toi, tu vas accepter les cryptos ou rien ». Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. L'évolution des moyens de paiement, elle montre tout le contraire de ça. Bon, on voit qu'on a des points de vue qui ne sont pas forcément alignés, mais c'est très bien. C'est l'objet d'une table ronde. Et Thomas. Oui, je veux juste ajouter qu'on a, pour ceux que ça intéresse, qui veulent créer des NFT, on a un programme mondial de formation gratuit pour aider les entreprises et les créateurs de contenu artistes pour justement, voilà, donc on pense que c'est très bien, donc j'ai un petit peu de promo, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, c'est notre façon à nous également d'aller dans l'adoption justement des cryptos, c'est en poussant justement les acteurs artistiques, etc., à y aller, et donc on investit massivement justement dans ces types de dispositifs, initiatives. Voilà. Eh bien, bravo Visa, merci à tous et merci pour votre attention.